Salut à tous. Alors hier, j'ai passé un bon moment à regarder, à écouter tous les discours de l'Assemblée nationale pour les motions de censure qui ont été déposées par les groupes d'opposition pour bloquer la réforme des retraites. Et j'en ai retiré pas mal de choses intéressantes dans la forme, dans le fond, même si déjà beaucoup de choses ont été dites. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais aller assez vite. J'ai accéléré un petit peu la vitesse des discours, parce que sinon c'est trop long. Il y a quand même pas loin de 2 heures et quelques de discours, donc on va pas se les frapper tous. Je tire les images du LCP, donc la chaîne parlementaire. Ce sont des images bien évidemment publiques, puisque vous savez qu'en France, notre loi interdit les droits d'auteur sur les images qui viennent de la politique et sur les discours des élus, quelle que soit leur source. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je commence par Charles de Courson, qui est le porte-parole de son groupe, qui a déposé la première motion de censure, qui était un groupe centriste. Et juste, j'ai retiré cet extrait que je trouve intéressant, je vous le fais écouter. Raté. Et pas le bon bouton. Mais ce texte a marqué la mort des engagements pris en juillet dernier. Madame la Première ministre, relire aujourd'hui votre discours de politique générale est cruel. Je vous cite. « Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. Eh bien, vous avez échoué à rassembler, vous avez échoué à convaincre, alors vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. » Alors en gros, dans son discours, Charles de Courson, c'est un gars qui est plutôt rigoureux, qui est plutôt technique, et il s'appuie sur les procédures, il détaille tout ça. Donc là encore, ce qui nous sort, c'est un constat que nous, on fait en tant que citoyens depuis maintenant un mandat et demi quand même. Notre gouvernement, il a beau prêcher la démocratie en permanence, le dialogue, la concertation, etc. Mais en fait, ils ne l'ont jamais fait. Quelles que soient les commissions, quelles que soient les approches qu'ils ont eues, ils ont beau dire qu'ils ont récolté les avis des gens, à aucun moment ils ne s'en sont servis. En fait, ils sont totalement dans ce que disait Coluche à l'époque, hein, la démocratie, c'est cause toujours. C'est en gros leur principe. Là, ils avaient un texte qu'ils veulent impérativement faire passer en force. Ils savaient qu'ils étaient limites à l'Assemblée nationale. Comme ils savaient qu'ils allaient perdre le vote sur certains amendements et certains articles, bah, du coup, ils passent en force. Effectivement, c'est une démonstration de démocratie, de l'usage de nos institutions, qui est un cas d'école, en fait. D'autant qu'en réalité, rien ne vous obligeait, 49.3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements aurait dû conduire au vote. Nous voulions voter. Même les groupes de la majorité voulaient voter. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. Bah oui. La démocratie, c'est pas simplement quand tout le monde est d'accord avec nous. C'est quand justement il y a du débat et qu'il y a des gens qui sont contre certains trucs, qui corrigent, etc. C'est le principe justement des allers-retours qu'il y a entre les différents textes de loi, les différentes lectures, etc. qu'il y a à l'Assemblée nationale. C'est leur job de faire ça. Quel que soit le temps que ça prend, en fait. Madame la Première ministre, vous avez décidé d'engager votre responsabilité. Eh bien nous avons décidé de prendre les nôtres avec cette motion de censure. Et pour la déposer, nous avons reçu le concours de nombreux députés d'autres groupes politiques. Et je tiens ici à tous les remercier. Bon, ensuite, il y a du cirage de bottes, de toute façon, puisqu'ils se remercient mutuellement, etc. Globalement, le contenu des discours est relativement classique en fonction des partis où ils sont. De Courson, il va avoir un discours posé, où il attaque le fond, où il attaque la procédure, où il n'est pas d'accord avec le texte, il n'est pas d'accord avec la méthode du gouvernement. Mais voilà, sa façon de s'exprimer, en fait, quelque part, je m'en rapproche un peu. C'est une façon assez posée, c'est un vieux routard de l'Assemblée, lui. Alors ensuite, il y a eu Laure Lavalette du Rassemblement National qui dépose la motion de censure qu'a déposé Pardon, pas qui dépose, mais qui défend la motion de censure qu'a déposé le Rassemblement National. Son discours, il est orienté par rapport à sa position politique, il n'y a pas de surprise. Il est totalement classique par rapport à ce qu'ils disent d'habitude. Donc, on a de l'attaque directe du Premier ministre, de la Première ministre, du Président de la République, de la réforme elle-même. Il y a un petit peu de brossage de bottes par rapport à Marine Le Pen, bon, comme font tous les partis, en fait. Mais il y a quand même un passage qui m'intéresse.
Parce que sur ce coup-là, je trouve que le Rassemblement national a été plus intelligent que tous les autres partis réunis, y compris la NUPES. Alors, je me trompe encore de bouton, voilà. Nous voilà maintenant à quelques minutes d'un vote décisif. Et je m'adresse à vous, chers collègues de tous bords. Votre intégrité de parlementaire n'est-elle pas heurtée par les marchandages en provenance de l'Élysée? Comment tolérez-vous la menace d'une dissolution dès lors que le président de la République cherche à vous convaincre? Acceptez-vous de participer ainsi au délitement de notre démocratie? Sauf ceux de mauvaise foi. Nous savons tous ici qu'une motion de censure n'est pas un programme commun, pas plus qu'une volonté de gouverner ensemble. Mais elle est avant tout l'un des derniers moyens constitutionnels de rejeter cette réforme inutile et injuste dont l'immense majorité des Français ne veut pas. En unissant nos voix, nous exprimerions uniquement la volonté du peuple de France sur ce texte. Chers collègues, cette motion de censure est l'occasion de sortir de certaines postures idéologiques qui font tant de mal au vrai débat d'idées, quand l'intérêt supérieur de la France et des Français l'exige. Nous, députés du Rassemblement national, nous voterons toutes les motions de censure car nous ne craindrons jamais les urnes et sommes prêts à y retourner. Alors, c'est là-dessus que je dis que le Rassemblement national a été bien plus intelligent que les autres. C'est qu'en prenant une posture qui est non partisane par rapport, effectivement, aux coalitions qu'il peut y avoir sur ce vote de la motion de censure, ils ouvrent la porte à tout le reste, avec un but commun qui n'est pas forcément de diriger ou de prendre les rênes du pays, mais en tout cas de sanctionner le gouvernement. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec le RN, c'est que le rassemblement qu'il y a contre cette réforme des retraites, encore une fois, c'est pas une alliance de gouvernance. C'est simplement de se mettre d'accord, qu'ils sont d'accord, tous ces partis, enfin toute l'opposition est d'accord pour contrer la réforme des retraites. Ils sont d'accord pour essayer, s'ils peuvent changer de gouvernement, mais le RN, au moins, a voté les deux motions de censure. Je trouve que c'est dommage que les autres n'aient pas fait ça aussi pour la motion de censure du RN. Cette posture qu'a la NUPES systématiquement de dire « nous ne nous associerons pas, quelle que soit la position, quelles que soient les raisons, avec le Rassemblement national », il y a un moment donné où ça devient idiot. Je suis désolé. Et vous avez beau tous, alors là je m'adresse aux députés, vous avez beau tous citer systématiquement le Haut Conseil de la Résistance à la sortie de la guerre qui a mis de côté ses idéologies partisanes pour pouvoir construire un système solidaire, tous ensemble, ben ça serait bien peut-être un jour de le faire concrètement encore une fois. Je pense que là, voter la motion de censure contre le gouvernement qu'a déposé le RN, c'est pas forcément soutenir les idées du RN. Faut arrêter à ce niveau-là. Voilà. Donc le Rassemblement national, moi, on ne peut pas dire que ce soit mon bord politique du tout. Il y a beaucoup de choses contre lesquelles je ne suis pas d'accord avec eux. Mais là-dessus, il faut reconnaître qu'ils ont eu... Enfin, moi, je trouve qu'ils ont fait preuve d'intelligence. Et c'est ce genre d'action-là qui fait que régulièrement, ils montent dans les votes, en fait. Ils gagnent des voix. Ben parce que finalement, ils ont une posture idéologique qui est plus ouverte que celle de la gauche. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le discours du Rassemblement national. Je vais venir maintenant sur le discours d'Aurore Bergé. J'ai pris quelques notes parce que Aurore Bergé, j'ai trouvé ça... Il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans ce qu'elle raconte, dans la forme, ou dans le fond aussi. Dans le fond, elle ne défend pas trop sa réforme des retraites, puisque ça a déjà été débattu pas mal et que de toute façon... actuellement, là où ils en sont, c'est plus le moment. Là, le moment, c'est d'essayer d'empêcher la motion de censure. Transpartisane à la fois dans certaines de ses signatures, mais... Alors, j'ai commencé un peu tard. Vous parlez aujourd'hui d'une motion de censure dite transpartisane. Transpartisane à la fois dans certaines de ses signatures, mais la question transpartisane, elle se pose surtout au moment du vote. Savoir avec qui on est prêt ou non à lier son vote. Savoir avec qui on est prêt ou non à voter, de part et d'autre de cet hémicycle. Alors, Aurore Bergé, tout son discours, c'est de l'argumentation Twitter, en fait. Je retrouve exactement les mêmes méthodes que je retrouve avec la gauche Twitter. C'est-à-dire que là, oui, c'est un vote qui n'est pas partisan, mais en fait, il faut voir avec qui vous vous associez. Donc du coup, on est encore une fois sur du délit d'association. Si la NUPES vote avec le Rassemblement national, c'est que ce sont des fachos. Et si le Rassemblement national vote avec la NUPES, c'est que ce sont des communistes, extrême gauche, anarchistes et tout ça. Donc tout le long du discours, elle va faire ce genre d'attaque. C'est d'un niveau affligeant.
C'est vraiment d'un niveau affligeant. On est au niveau Twitter, en fait. Alors, ça a été dur, parce qu'il a fallu que je l'écoute une première fois, il a fallu que je la réécoute pour pouvoir time-coder, en gros, les points qui m'intéressaient dans son discours. S'il vous plaît, mettez un like, parce que là j'ai eu du mérite. Hein. Pareil pour la Première ministre. Ils sont difficiles à écouter, certains députés, certains ministres. Donc, on a cette histoire-là. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a un autre truc qui je trouve intéressant. La solidité de ceux qui ont défendu et qui ont porté ce projet son gouvernement, essentiel là, pour nos compatriotes. D'abord, le ministre du Travail, que vous n'avez eu de cesse d'invectiver, d'insulter, de piétiner au sens figuré, mais en vérité, finalement, vous aviez envie de le faire au sens propre. Oui, Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, ont porté avec courage le projet qui est aujourd'hui soumis à vos votes. Alors, avec courage, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Parce que quand on regarde et qu'on met bout à bout tout ce qu'ils ont raconté depuis un mois, les deux, et je rajoute Olivier Véran dans l'histoire, c'est quand même assez impressionnant que ces gens-là arrivent encore à se raser devant un miroir sans avoir honte d'eux-mêmes. Comment est-ce que un homme politique, censé avoir un ego quand même, arrive à dire l'inverse et son contraire en permanence? Ils se contredisent. Enfin, je sais pas. Moi, ces trois-là en particulier, ils ont pas de face, quoi. Je suis désolé des attaques directes que je peux leur mener, mais lui, enfin, je sais pas. Je sais pas comment ils font pour garder, pour que leur cerveau ne rentre pas en dissonance cognitive avec tout ce qu'ils racontent. C'est assez impressionnant, ça. Donc, ma pauvre bichette, ouais, ils se font attaquer, mais c'est le jeu de la démocratie et du débat à l'Assemblée nationale, quoi. Évidemment qu'ils se sont fait défoncer, vu la quantité de conneries qu'ils ont racontées en un mois, la quantité de mensonges, la quantité de manipulations, oui. Ouais, les autres députés, ils les ont pas ratés, et quelque part, c'est tout à fait normal. Alors, retraçons ces dernières semaines. D'abord, là, on arrive à de l'argumentaire Twitter. Côté gauche de cet hémicycle, vous nous dites qu'il y a 4 groupes dans cet hémicycle. Mais en vérité, comment aujourd'hui vous différenciez? Vous avez assumé et accepté un accord électoral qui a fait disparaître 3 partis qui étaient des partis de gouvernement, qui a fait disparaître des partis qui avaient des valeurs communes. Pire que ça. Bah, du coup, ils n'ont pas disparu puisqu'ils ont des valeurs communes. Ils se sont regroupés, ils ont fait un parti plus gros. Quand un homme s'est levé, quand André Chassaigne s'est levé pour dénoncer des agissements indignes, pour dire la... Ah, Chassaigne, c'est le député de ma circonscription. J'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Je sais qu'il tourne de temps en temps. Il faudrait que j'aille le voir un de ces jours. La honte qui était la sienne. Pas un d'entre vous ne s'est levé pour l'applaudir. Nous étions seuls, avec les Républicains, à nous lever pour condamner ce geste et pour applaudir votre président de groupe. J'imagine qu'il doit y avoir des petites notes et des tableaux Excel pour savoir quels sont les députés de la NUPES qui ne se comporteraient pas bien avec la France insoumise. Voilà, donc là, on a typiquement l'argument Twitter. Alors, on va pas l'écouter non plus trop longtemps parce qu'elle me gonfle. Un peu plus tard, donc elle disait là au début que c'est pas bien que la NUPES et le Rassemblement national s'associent. Un peu plus tard, elle dit ça. Lui-même avait assumé avec clarté cette campagne. Et puis, il y a le groupe Les Républicains. Et en vérité, la vérité nous oblige à dire que oui, nous avions un compromis que nous avions bâti ensemble. Oui, parce que ça n'est pas un gros mot dans la vie politique et démocratique que d'établir du consensus et que d'établir des compromis. Parce que c'est la force même de notre Assemblée que de tout faire pour que des compromis existent. Alors, c'est exactement ce qu'elle dénonce depuis le début, c'est-à-dire que tous les autres partis de l'opposition, ils sont dans le compromis pour cette motion de censure, justement, ils se mettent d'accord malgré leur clivage, mais du coup, quand c'est l'opposition qui font des compromis, c'est le mal, il faut surtout pas le faire. Par contre, quand c'est le rassemblement présidentiel qui s'associe avec les Républicains, là, ils sont dans le compromis, il faut le faire, hein. On a 2 poids, 2 mesures, encore une fois. C'est quand même marrant qu'au sein du même discours, elle arrive à se contredire sur ses positions idéologiques. Alors, c'est de la politique, hein. Moi je suis pas un naïf, attention, je suis pas étonné, voilà, ça me fait sourire, en réalité, ce genre de manipulation-là. Il y en a une dernière qui m'a fait bien marrer aussi, un peu plus tard. C'est dur de choper le bon timecode sur des vidéos aussi longues. Les voix sont très minoritaires, leurs valeurs. Et puis enfin, il y a l'extrême droite. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais c'est quand même comme ça qu'on continue à vous caractériser, parce que c'est ce que vous êtes, au fond de vous, c'est ce que sont vos valeurs. Et finalement... Alors, ben ça tombe bien, il y a l'image qui arrive là. Ils sont extrême droite parce qu'ils sont à l'extrême droite de l'hémicycle, en fait.
Vous regardez, je vous prends ma souris ici, vous la voyez peut-être bouger là, voilà. Ben ici, c'est le bord de l'Assemblée nationale et c'est la droite de l'Assemblée nationale, voilà. Finalement, que dire sur le Rassemblement national? En fait, vous, c'est un peu le mime Marceau. Ça gesticule, mais ça parle pas. Parce qu'on vous demande de vous taire. Parce que, surtout, il faudrait pas prendre le risque qu'un seul député du Rassemblement national s'exprime. Parce que quand vous vous exprimez, ça finit en dérapage. Et on se souvient qui vous êtes. Et l'Assemblée le condamne avec un député qui a été Bon, c'est du grand classique, ça aussi. On est toujours au niveau Twitter, là, sur l'argumentaire. Elle dira rien de plus intéressant. Mais moi, ça me fait rire. J'aime beaucoup ce genre de passe d'armes parce que c'est tellement pitoyable. Alors, il y en a un autre qui m'a intéressé. Ensuite, c'est Olivier Marleix. Alors, Olivier Marleix, c'est le porte-parole, enfin le président du DLR. Et il y a plusieurs choses. Alors, lui aussi, on est au niveau... À ceux qui ont pour funeste slogan... On est au niveau de Twitter. Alors, je vais l'accélérer lui aussi, parce que il est invivable. Tout cramer ou révolution. Nous ne voterons donc pas les motions de censure. Nous ne nous laisserons pas entraîner par une extrême gauche qui assume de vouloir détruire les institutions de la Ve République. Détruire les institutions de la Ve République. Alors, rien que cette phrase-là, elle me fait marrer, parce que c'est pas les institutions qui sont en danger sur une motion de censure, c'est le gouvernement, en fait. Les institutions, elles restent. Que ce soit les députés, les ministres, le président qui changent, ça, c'est pas un problème. Ça fait partie de la rotation de la démocratie. Mais l'institution en elle-même, elle a jamais été en danger. Et c'est pas parce qu'il y a une motion de censure contre un gouvernement et qui va faire changer le gouvernement que l'institution est en danger. Ça, c'est un homme de paille, ça. Il réduit le choix à un choix binaire. Bon, c'est une motion de censure, donc forcément, le choix est binaire. Mais enfin, sur la position, en gros, c'est si jamais vous votez vos motions de censure, vous êtes pour la destruction du pays. Wow, vous êtes rigolo quand même. Nous ne serons pas les témoins de ces noces barbares entre ceux qui assument vouloir mettre le chaos et ceux qui, silencieux, n'ont aucune proposition pour sauver les retraites, mais espèrent tirer profit de ce chaos. Alors, on est dans l'argument Twitter, là encore. Hein. On est dans de l'argument Twitter, ça vole pas haut. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, je vais vous mettre un autre exemple et écoutez le rythme. Je vais le remettre en vitesse normale et vous allez voir le rythme. Hop, et je le remets. Sa prosodie, en fait, la façon dont il prononce les mots, la façon dont il prononce son discours, je sais pas. À un moment donné, à ce niveau-là de politique, surtout que c'est pas un jeune non plus, Marleix, il y a quand même un critère. Ce n'est pas possible qu'un député ne sache pas parler correctement. Ce n'est pas possible qu'il n'ait pas le charisme nécessaire pour pouvoir parler à la tribune et au moins arriver à faire consensus et au moins qu'il soit agréable à écouter. C'est quand même le cœur du truc, quoi. Notre pays, on ne gouverne pas pendant 6 ans en poussant par stratégie électorale les électeurs de gauche dans les bras de l'extrême gauche et les électeurs de droite dans les bras de Marine Le Pen, sans que cela n'ait de conséquences délétères sur l'état du pays. Une France fracturée, France radicalisée, une France désabusée, une France profondément déprimée, une nation en lambeaux. Alors toute la série d'allitération là qui fait derrière, qui est censé donner du rythme, qui est censé, normalement, c'est un moment de punchline, ça, dans son discours. Monocorde, avec un rythme qui n'est vraiment pas bon en tant que musicien, moi, ça me rend fou. Enfin, quand je l'entends, j'ai envie de me pendre ou de le pendre lui, en fait. Ou plutôt de l'arrêter, tais-toi. Donc, Olivier Marleix, je traite pas le fond, là, je parle pas du cœur de ce que tu dis. Prends des cours de théâtre, prends des cours de prosodie. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Après, sur le fond de ce qu'il raconte, ben, ça vole pas plus haut que le reste. Hein. On est là, carrément, sur de la guéguerre, juste pour dire, ouais, non, il faut pas voter ci, il faut pas voter là, nous, on était d'accord, nous, on n'était pas d'accord. Bref. Alors... Notre première ministre. Présidente, mesdames et messieurs les députés, des chants, des hurlements, des invectives,
Des pupitres qui claquent, voilà le spectacle auquel se sont livrés jeudi dernier certains députés. Alors là, c'est la maîtresse d'école, hein. Il y a des moments, elle me fait penser à Palpatine, il y a des moments, elle me fait penser à Dolores Umbridge dans Harry Potter. Mais là, elle a l'attitude de la maîtresse d'école. Hein. Ouh, vous avez fait du bruit, vous avez chahuté à l'Assemblée, c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait. Dans un déchaînement de violence, comme cet hémicycle en a peu connu sous la Ve République... Ouais, enfin, je te rappelle quand même qu'avant, ils se battaient à l'épée, hein. Certains élus de la nation ont une nouvelle fois montré le peu de cas qu'ils faisaient du débat, du Parlement, de la démocratie. Ah ben avec un gouvernement qui ferait tout pour ne pas avoir de débat, qui passe en 49-3 à peu près depuis le 11e, depuis le nouveau mandat de Macron, excuse-moi, mais c'est qui refuse le débat? T'as un pays qui est en train de brûler, t'as des centaines de milliers de manifestants, voire des millions de manifestants dans la rue, mais non. Hein, c'est l'opposition qui est contre la démocratie, madame. Ce n'était pas un fait isolé. C'était le paroxysme de semaines entières, durant lesquelles, au cœur même du Parlement, nous avons vu l'antiparlementarisme à l'œuvre sous toutes ses facettes. C'est sûr qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont contre elle, c'est de l'antiparlementarisme. Hein. Alors, je vais attirer votre attention sur la gestuelle maintenant. Regardez bien la posture de notre première ministre et cow-boy, qui est tout en agressivité, et les regards qu'elle lance en permanence à droite et à gauche de l'Assemblée. On dirait une poule. Nous avons vu la NUPES déployer avec méthode, constance et détermination toute la palette des techniques d'obstruction dans le seul et unique but d'empêcher le débat. Nous avons vu le mépris de nos institutions s'afficher sans le moindre scrupule jusqu'à qualifier la commission mixte paritaire de prise d'otage. Oh, mais quel scandale! Nous avons vu clair aussi dans le jeu de ceux qui méprisent cette assemblée et veulent récolter les fruits du chaos. Le mutisme de l'extrême droite ne trompe personne. Jeudi dernier, d'ailleurs, le naturel a repris le dessus à coups d'attaques personnelles et de crises effrénées. Scandaleux, vraiment, c'est absolument pas ce qu'a fait Aurore Berger tout à l'heure. C'est très rigolo parce qu'avec la première ministre, au moins, on sait à qui elle s'adresse. À chaque fois qu'elle parle à un groupe en particulier, tous les 4 mots, elle les regarde dans les yeux, elle les foudroie du regard. Mesdames et messieurs les députés, cet après-midi, intervention après intervention, j'ai constaté, en écoutant certains orateurs, qu'il n'y a décidément pas de limite à la duplicité. Oh. Ce sont les mêmes qui ont tout fait pour saboter le débat à coups d'amendements dilatoires, de cris et d'insultes qui viennent nous reprocher de ne pas avoir pu suffisamment débattre. En fait, les députés de l'opposition, ils ont utilisé tous les outils qu'ils avaient à leur disposition pour bloquer l'avancée du texte, et au moins pour essayer de le changer un maximum. Ce qu'a refusé de faire le gouvernement, puisqu'ils sont tout le temps dans la toute-puissance et que c'est eux qui ont forcément raison, puisque nous, on est des cons. Ce sont des élus de la nation qui viennent nous expliquer sans vergogne que 175 heures de séance, plus que pour les 2 précédentes réformes des retraites, ne valent rien. Ce sont des députés qui dénient son rôle au Parlement et affirment que la rue est plus légitime que les institutions. Bah oui, en fait, la rue est plus légitime que les institutions. C'est le truc, c'est que t'as pas compris, madame, c'est que nous sommes dans une démocratie. Et que tu es au pouvoir parce que nous t'avons donné notre pouvoir. Donc oui, la rue, elle est plus puissante que les institutions. Elle est même plus puissante que la Constitution en réalité, puisqu'il suffit d'un référendum pour changer la Constitution. Donc là, il va falloir revenir un petit peu sur terre, hein, parce que, à mon avis, c'est en train de chauffer et ça va devenir très violent. Parce que, encore une fois, le jeu de la démocratie, c'est de dire on fait grève, on utilise des outils, on le fait tranquillement, et en échange, le gouvernement, il écoute. C'est le principe. Si le gouvernement il écoute pas et qu'il s'entête comme vous êtes en train de le faire, à un moment donné, on se met en colère. C'est le principe. Et plus il va y avoir de gens en colère, plus ça va être critique pour le pays. Et là, pour le coup, ça va être un vrai problème. Parce qu'une foule en colère, elle n'a pas vraiment de limite. Une foule en colère, elle va tout défoncer. Et en fait, ce n'est que de la destruction. Il n'y a pas de construction sur une révolution. Par contre, on est obligé de passer par là, parce que des gens comme vous refusent d'écouter les autres et considèrent qu'ils sont tout puissants parce qu'on leur a donné un mandat électif. Et encore, elle est élue à l'Assemblée en tant que députée, si je ne me trompe pas, mais son poste de Premier ministre, c'est pas une élection, c'est du copinage. C'est le principe que quand notre président de la République nomme son gouvernement, il va nommer ses potes. À un moment donné, il faut arrêter d'être dupe là aussi. Ils ne sont pas sélectionnés par rapport réellement à leurs compétences. Sinon, le gouvernement, il serait réellement apolitique. On aurait pris des gens de n'importe où, y compris dans la vie civile, et pas forcément des gens politisés. Des gens compétents qu'on mettrait pour gérer le pays.
Or là, c'est pas le cas. Ce sont des collègues, voire des amis, qui sont nommés systématiquement à des postes de ministre. Regardez Bayrou, par exemple, le mandat qu'il a actuellement, là, que lui a donné le président, c'est rigolo. C'est de la récompense. Donc, non, la démocratie, c'est la rue qui dirige. Désolé, Madame la Première ministre, hein, t'as pas compris. Mesdames et messieurs les députés, ces comportements sont graves. Ils sont graves car il ne s'agit plus de s'opposer avec force, mais d'empêcher la discussion et de couvrir coûte que coûte la voix de l'orateur qui ne partage pas vos idées. Comme si toute parole contradictoire était insupportable. Bah, en fait, si, toute parole est insupportable, mais pour vous, encore une fois, vous utilisez le 49.3 et vous utilisez toutes les méthodes. Quand il y a des manifestations dans la rue, vous mettez des flics devant pour qu'ils fracassent des manifestants, et quand il y a les députés qui vous contredisent et qui sont pas d'accord, qui sont prêts à ne pas voter, finalement, vous passez en force. Ils sont graves, car pour certains, toutes les outrances, toutes les violences sont permises. Non, on n'est pas encore arrivé à toutes les violences et à toutes les outrances. Là, pour l'instant, ils ont été sages, les députés. Ils sont graves, car ils constituent, sous le regard des Français, aux deux extrêmes de l'hémicycle, une remise en cause directe et frontale de nos institutions, de notre Constitution, de notre démocratie. Alors non, encore une fois, puis je vais m'arrêter là pour le discours de la Première ministre, parce que il n'y a pas tant de choses à dire dessus. Il est très creux, c'est juste de l'attaque directe, frontale, pour essayer de défendre son bout de gras, avec de la brosse à reluire pour les gens qui l'ont soutenu. Mais non, les institutions ne sont pas en danger. Encore une fois, il faut arrêter, il faut se sortir ça de la tête. Ce n'est pas parce que vous allez dégager de vos postes à un moment donné que le pays est en danger. Arrêtons. Alors, je vais revenir sur... Où elles sont mes petites notes? Alors, sur De Courson, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant sur le vote, après le vote, quand il s'exprime dans la salle des 4 colonnes. Où est-ce qu'il est mon timecode? 12, 20. Voilà. Elle a dit un partisan de l'austérité budgétaire. Jamais été partisan d'austérité budgétaire, mais de la rigueur budgétaire. On ne peut pas dire que ce gouvernement, d'ailleurs, a été rigoureux, hein, puisque les comptes publics dérivent, voilà. Et je dis toujours, quand Monsieur le maire m'accuse de laxisme, je lui dis commencez donc par réduire le déficit du budget de l'État français qui est de 155 milliards. C'est peut-être prioritaire par rapport au déficit de la retraite. On peut faire les deux d'ailleurs. Ouais, mais moi j'ai dit ça. Oui, mais il m'a dit ça. Moi j'ai dit ça. Ah, j'ai oublié de vous mettre l'image. Pardon. C'est super drôle. Vous voyez? Et nous, ce que nous préconisions, c'était de... Alors, on va avancer un petit peu. Sur le 49.3, Elisabeth Borne estime qu'il n'y a pas de déni de démocratie puisque c'est un outil constitutionnel. En fait, mais le déni de démocratie ne repose pas là-dessus. Il repose sur avoir utilisé un véhicule législatif qui est une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour faire passer une réforme sur les retraites, alors que ça n'a rien à voir. Hein, c'est un détournement total de procédure. D'ailleurs, dans le recours qui est en cours de préparation ou de finalisation, pour être plus précis, au Conseil constitutionnel, c'est l'un des points qui seront soulevés. Et j'en passe sur les autres mesures qui ont été utilisées. Donc, effectivement, De Courson, il attaque directement la procédure. Et c'est pas fini encore, puisque ça, la motion de censure, c'est la première étape. Il va y en avoir d'autres derrière. Et notamment, il y a la rue. Hein. Alors, on va aller directement 18h30. Composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Donc, ben voilà, 9 voix près. Alors, 9 voix près, ça, comme c'est un résultat binaire, oui ou non, du coup, ça passe pas. Enfin, ils ont eu chaud au Mich, là, quand même, hein, le gouvernement. À mon avis, la prochaine, si les LR... ils finissent par s'associer vraiment, le gouvernement, il dégage, là. Alors...
Résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 287. Pour l'adoption, 94. La majorité... Alors c'est là où on voit que je trouve, moi, que du coup les autres partis, ils auraient dû voter la motion de censure du Rassemblement national. Ils ont voté la première, pourquoi pas la seconde, même si ça n'aurait rien changé. Mais symboliquement, ça aurait permis, au moins du côté de la NUPES, de montrer qu'ils sont capables de mettre de côté leur clivage partisan pour le bien du pays. Et ils nous ont montré encore une fois qu'ils le font pas, quoi. Vous m'emmerdez hein, vraiment à faire ça, la NUPES, parce que moi, je sais plus pour qui voter maintenant, du coup, parce que je vais pas aller à droite. Du coup, je vais devoir m'abstenir, quoi. Encore une fois. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucune des deux motions de censure déposées n'ayant été adoptée, le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par l'amendement déposé par le gouvernement, est considéré comme adopté. Prochaine... Bon, du coup, ça c'était le premier recours au niveau de l'Assemblée. Maintenant, il va y avoir le Conseil constitutionnel. Donc, pour l'instant, la loi n'est pas applicable puisque le Conseil constitutionnel a été saisi. Donc, le gouvernement ne peut pas encore la mettre en application tant que le Conseil constitutionnel n'a pas répondu. Il va y avoir éventuellement la proposition d'un référendum d'initiative populaire. On verra jusqu'où ça peut aller, mais ça va prendre beaucoup de temps à organiser dans le cas où ça va être pris. Moi, je pense que la seule solution qui reste, c'est la rue, en fait, hein. Et je ne suis pas forcément partisan de tout cramer, mais à un moment donné, quand le gouvernement ne veut absolument pas écouter, comme c'est le cas, parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de doute, en fait. Cette réforme, la très grosse majorité des gens n'en veut pas. Là, il n'y a même pas besoin de sortir les sondages d'un chapeau, hein. C'est très très clair. Donc à un moment donné, il faut leur botter le cul. Je suis désolé, mais je vois pas d'autre solution. C'est eux qui ont les rênes, c'est eux qui dirigent toutes les règles, qui sont tout puissants dans le pays. Et il faut leur montrer qu'en démocratie, c'est pas le cas. Et que, même à l'époque romaine, quand l'empereur rentrait dans Rome, il y avait toujours un gars, je ne me souviens plus de son nom, les historiens me le rappelleront, qui lui chuchotait à l'oreille en permanence « N'oublie pas que tu es mortel ». Et je pense que notre président devrait avoir un gars qui lui chuchote ça à l'oreille « N'oublie pas que tu es mortel et que tu n'es pas omnipotent ». Ceux qui peuvent te botter les fesses pour te virer de ton poste, c'est le peuple. Nous sommes dans une démocratie. On va voir jusqu'où on est réellement dans une démocratie, si on l'est vraiment. Voilà. Bon, j'ai assez parlé. Je pense que la vidéo a été très longue. J'ai pas de minuteur. Je vous dis à une prochaine pour un autre sujet, j'espère.